Mercredi 22 mai 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari et bonne rupture de jeûne après cette 17e journée. Nous débutons justement par la rubrique Ramadan que nous vous consacrons donc depuis le début de ce mois béni de Ramadan. Elle est consacrée aujourd'hui aux explications de l'imam Ali Ben Salah sur le gaspillage auquel s'adonnent certains, prétextant donc la rupture du jeûne du mois béni de Ramadan, une pratique qui est déconseillée en islam selon donc Ali Ben Salah que je propose de suivre. Le Coran interdit le gaspillage pendant toute la vie. Nous allons au chapitre 17 du Coran, Sourate Al-Isra, versets 26 et 27, le voyage nocturne. Ces versets sont ainsi libellés. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Donne, c'est un ordre, dit le Coran, donne son dû aux parents ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs de passage. Mais évite de tomber dans la prodigalité, dans l'excès, dans les extrêmes, dans le gaspillage. Ceux qui agissent ainsi, dit le verset suivant, sont frères de Satan. Et Satan a été ingrat à l'égard de son Seigneur. Personne ne veut être frère de Satan. Et pourtant, quand on tombe dans les excès, dans le gaspillage, c'est de cela qu'il s'agit en ce moment, eh bien, nous devenons frères de Satan. Nous nous allions à Satan, que Dieu nous en garde. Eh bien, même pour donner, pas pour nous-mêmes, même pour donner, Allah dit de ne pas tomber dans le gaspillage. Après, pour raison quand il s'agit de nous-mêmes. Et surtout au moment de la rupture du jeûne. Pendant toute la journée, nous nous sommes mis à la place de ces personnes-là qui n'ont pas suffisamment de moyens pendant toute l'année pour manger 3 fois par jour. Alors Allah nous impose en ce moment-là de nous mettre à leur place, de goûter un peu à la faim, à la soif, et quelle action, quelle réaction ils peuvent avoir sur l'organisme humain. Et bien au moment de la rupture, on doit penser aussi à ces personnes-là qui peut-être n'ont pas ce que nous avons pour le jeûne et partager avec eux. Le mois de Ramadan, c'est le mois du partage. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que la meilleure des aumônes est une aumône offerte pendant le mois béni de Ramadan. Eh bien, quand notre table est pleine, au point où notre table qui fait 2 mètres sur 1,5, elle est pleine au point où il n'y a pas où poser un index au moment de la rupture, alors que notre voisin qui habite peut-être dans une hutte n'a pas une date pour rompre le jeûne. Là, on n'est pas croyant. Voilà, c'était donc l'imam Ali Ben Salah sur le gaspillage de la nourriture, notamment en cette période du mois béni de Ramadan, auquel s'adonnent donc quelques citoyens, quelques musulmans. Retenez que vous pourrez suivre à la fin de cette édition la réaction de M. Nuhu Mamadou Arzika, le président du mouvement pour la citoyenneté responsable, pour la promotion d'une citoyenneté responsable. Réaction suite à la situation de leurs camarades de Zender, Sadat Ilia Damalam, camarade donc de la société civile, qui, vous le savez, a passé 13 mois dans la maison d'arrêt de Matamé et qui a bénéficié donc d'un non-lieu de la part d'un juge, mais qui doit continuer donc à garder prison suite à l'appel interjeté par le procureur général de la République près le tribunal de grande instance de Zender. Vous le retrouverez donc cette réaction de nous, Mamadou Arzika, en partie magazine de ce journal. L'actualité, vous le savez, c'est la décision du gouvernement nigérien de saisir le procureur général près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, d'ouvrir une enquête pour propos diffamatoires et attentatoires au moral des troupes dans une situation de conflit. Le gouvernement a décidé donc de le saisir pour ouvrir cette information judiciaire relativement aux propos qu'a tenu un responsable politique en exil dans notre pays. L'annonce a été faite dans un communiqué rendu public hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale. Ce matin, le ministre de la Défense nationale, Kalla Moutari, a expliqué le pourquoi de cette décision du gouvernement nigérien. On le suit. Documents audiovisuels qui circulent
et qui portent des allégations très graves contre le gouvernement, contre la hiérarchie de l'armée. En cette période de guerre, en cette période d'engagement de nos forces armées, de nos forces de défense et de sécurité dans la défense de notre territoire, dans ce climat de péril général dans la sous-région, nous ne pouvons pas tolérer des propos qui vont dans le sens de décourager nos soldats. Nous ne pouvons pas tolérer des propos qui vont dans le sens d'empêcher à nos soldats d'aller au front. Voilà pourquoi nous avons dit, quel que soit le citoyen qui porte ces propos, il participe de l'alliance avec les terroristes, avec nos ennemis, que par conséquent, la justice du Niger doit le traiter comme tel, puisque la loi a prévu des sanctions contre des personnes qui tiendraient de tels propos. C'est le sens de ce communiqué. Ce communiqué attire l'attention des citoyens sur le respect de la loi, sur le devoir qui est le leur de soutenir leur armée qui est en guerre, pas de la décourager. Ce communiqué attire l'attention des citoyens nigériens sur le caractère délictueux de ce genre de propos. Le reste, c'est le juge qui s'en occupe. Voilà, c'était donc le ministre de la Défense nationale, Kalla Moutari, expliquant le sens d'un communiqué rendu public hier par son département ministériel, un communiqué relatif à la décision du gouvernement de saisir donc le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour ouvrir une enquête, une information donc sur la tenue par un responsable politique en exil, un responsable politique nigérien, de propos diffamatoires et attentatoires au moral de la troupe, la troupe donc des militaires nigériens qui sont engagés dans les différents fronts de lutte contre le terrorisme. Cette déclaration du ministre Kalla Moutari a été faite ce matin en marge d'une réunion du Conseil national de sécurité élargie aux délégations françaises et américaines représentées dans notre pays par leurs différentes ambassades. C'était ce matin au niveau de la présidence de la République, une réunion du Conseil national de la sécurité qui se tient donc dans une situation de dégradation avancée de la situation sécuritaire dans notre pays. Le résumé de cette rencontre avec nos reporters Aboubakar Souley et Hassan Saleh Mustafa. Cette réunion du Conseil national de sécurité élargie aux partenaires du Niger est d'une importance capitale pour le Niger qui fait face à une recrudescence des attaques terroristes. Il s'agit donc à travers cette rencontre de mutualiser les efforts pour combattre le terrorisme. Après plus d'une heure d'échanges et de concertation à huis clos, les différents partenaires du Niger ont quitté la salle avec des engagements pour travailler en synergie avec les autorités nigériennes. Nous nous sommes engagés à apporter notre soutien continu à travers une approche coordonnée consistant en appui dans le domaine de la diplomatie, de le développement et de la défense. La sécurité et la stabilité étant la condition préalable pour l'aide humanitaire et le développement économique à long terme, nous continuons à former et à équiper les forces de défense et de sécurité nigériennes pour renforcer leur capacité face aux menaces actuelles, y compris celles posées par des groupes terroristes. Les États-Unis soulignent l'importance du G5 Sahel et de sa force conjointe en tant qu'organe régional et continuons de l'aider à faire face aux menaces à la sécurité dans la région. Nous avons également à cette occasion fait part de toute notre estime, notre respect pour les forces militaires nigériennes qui n'hésitent pas à monter au combat et notre admiration pour leur courage. Nous avons à cette occasion, avec le président et des membres du gouvernement, exploré des voies de renforcement de la coopération entre les forces françaises, forces militaires étrangères et les forces nigériennes dans la lutte contre le terrorisme. J'ai réitéré au président de la République le soutien plein et entier de la France. Le Niger, plus que jamais déterminé à contrecarrer toutes les actions des terroristes, annonce l'acquisition dans les jours à venir de nouveaux équipements pour renforcer la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité. Notre armée, aujourd'hui que je vous parle, elle est l'une des mieux équipées de toutes les armées de notre sous-région. Si notre pays tient, c'est grâce à l'armée nigérienne
certes dans sa collaboration avec les autres, mais c'est l'armée nigérienne qui fait la guerre. Ailleurs, les partenaires font la guerre pour d'autres pays. Mais ici, c'est l'armée nigérienne elle-même qui fait la guerre, c'est elle qui tient ce pays-là. Les moyens ne vont jamais suffire. On en a toujours besoin. Et le monde évolue très vite. Nous allons au mieux que nous pouvons équiper notre armée pour qu'elle soit prête à affronter n'importe quelle menace. Bientôt, nous allons acquérir des vecteurs aériens importants dans l'augmentation de la puissance de notre armée. Ce Conseil national de sécurité intervient plus d'une semaine après l'attaque meurtrière de Balé-Berry qui a fait 28 morts dans les rangs de soldats nigériens. La suite de ce journal avec la reprise des cours ce matin à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. Vous le savez, hier, le syndicat national des enseignants-chercheurs et des chercheurs du supérieur a décidé de lever son mot d'ordre de grève qu'il observe, cela à la suite d'une décision de justice qui a déclaré cette grève illégale. Une des équipes de la télévision Labari s'est rendue ce matin au niveau de l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey pour constater la reprise de ces cours. L'équipe est composée de Ibrahim Abdou et Nafis Azakou. Après plusieurs mois de perturbations dans les universités publiques, les cours ont repris de plus belle. Les étudiants ont rebroussé le chemin des amphithéâtres pour recevoir les enseignements de leurs encadreurs. Néanmoins, cette reprise est lente. C'est la première journée. Après la levée du mot d'ordre, les cours se tiennent de façon parsemée. Dans les facultés, ce n'est pas effectif. Mais nous osons espérer que les jours à venir, notamment à partir de demain, les cours reprendront à 100% au niveau de toute l'université. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il faut déjà que les différentes facultés produisent des calendriers et qu'elles les mettent à la disposition de toutes les sections pour que effectivement chaque enseignant sache qu'il a cours ou pas. Et nous osons espérer que ce calme qui est trouvé à partir de ces verdicts de la justice puisse perdurer. Parce que tant qu'on s'inscrit dans une logique de reconduction, de mot d'ordre et que le gouvernement refuse toujours de s'entendre avec les enseignants-chercheurs, eh bien, cette année n'aura pas d'avenir. Cette levée de grève par le SNEX, le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur, fait suite au délibéré rendu au tribunal de grande instance hors classe de Niamey qui stipule que la grève des enseignants-chercheurs n'est pas conforme. Nous allons garder le cap. Nous avons illégale, mais cette décision ne remet pas en cause notre droit à observer la grève. Ça ne remet pas en cause notre droit qui est constitutionnel. Donc ce que nous allons faire, c'est de conformer notre action syndicale à l'esprit de la loi où on a constaté une inadéquation de forme entre le préavis que nous avons déposé le 23 avril 2019 et le mot d'ordre que nous avons déposé le 17 mai. C'est ça qui a fait que le juge nous a débuté et nous sommes astreints d'observer cette décision de la justice. Nous avons informé nos militants que le mot d'ordre est suspendu consécutivement à la décision du juge qui était advenue hier. La conséquence, c'est la reprise des activités académiques puisque nous avons suspendu. Tout laisserait à croire qu'on n'est pas sorti de l'auberge car le SNEX compte renouer avec les grèves tant qu'il n'a pas eu gain de cause. De ce fait, un dialogue s'avère nécessaire pour sauver l'année académique qui tire à sa fin. Voilà, on en vient donc à la partie magazine. Comme je l'annonçais, elle est consacrée à la réaction du président du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable, Nuhu Mamadou Arzika, relativement à la situation de leur camarade de la société civile, Sadat Ilia Damalam, qui croupit en prison depuis bientôt 13 mois maintenant à la maison d'arrêt de Matamé. Il a bénéficié récemment d'un non-lieu prononcé par un juge, mais le procureur de la République près le tribunal de Zender a décidé d'interjeter appel. Du coup, Sadat va continuer à garder prison, une situation donc sur laquelle réagit nous, Mamadou Arzika, acteur de la société civile. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. D'abord, il faut préciser que le camarade de Sadat Ilia Damalam a fait l'objet d'une arrestation du fait d'une plainte que le procureur de la République et près le tribunal de grande instance de Zender a formulé contre lui à la suite, elle aussi, et cette plainte d'une autre plainte qui avait été faite par des militants
du parti Tareya, notamment le coordinateur de la section de Zender de Tareya, qui dans un premier temps avait estimé au regard du contenu de l'interview accordée par Sadat, diffusée par des médias de la place, qu'ils ont senti qu'ils ont été injuriés et mieux à travers l'appel qu'ils lançaient pour la manifestation projetée, qu'ils ont estimé que ça s'inscrit dans une dynamique d'un complot insurrectionnel contre l'autorité de l'État. Donc c'était dans un premier temps eux-mêmes qui ont porté plainte en tant qu'individus pour considérer que la atteinte à la sûreté de l'État. Arrivés devant les responsables justement judiciaires, ils ont rendu compte que ça n'a pas de sens qu'un individu, fût-il membre d'un parti politique et influent du pouvoir, et nous ne sommes pas dans un système de parti-État pour considérer qu'un individu peut porter plainte pour atteinte à la sûreté de l'État. Et c'est pour ça qu'on a pratiquement balayé cette plainte, on l'a annulée. Et il y a eu recel de la plainte par le procureur qui a décidé maintenant, en lieu et place de ce qu'eux, ils avaient fait, maintenant de se substituer à eux pour décider, lui, maintenant au vu de ce qu'ils ont dit, bon, pour leur faire plaisir, donc il a décidé de porter plainte cette fois-ci en bonne et due forme en tant que procureur de la République pour considérer désormais les éléments de base qu'eux ils ont donnés comme étant les éléments d'appréciation sur la base duquel le procureur lui-même avait porté plainte contre les camarades de Sadat, soi-disant il est poursuivi pour complot contre la sûreté de l'État. Ce qui est totalement absurde et inimaginable et inadmissible. Mais qu'à cela ne tienne, et nous sommes dans un dispositif républicain où il y a la possibilité pour le procureur de porter plainte. La justice, elle est là pour écouter à charge et à décharge par rapport à ce qui est en train d'être fait. Et ça permettra à tout le monde de se rendre compte de comment les choses fonctionnent. Et voilà que sur la base de cette plainte du procureur, donc le camarade Sadat a été placé en mandat de dépôt. Et il a été placé en mandat de dépôt dans une prison dans la région de Zender. D'abord à Zenderville, puis ensuite à Matamé. Maintenant, à un moment donné, nous, de la procédure, on avait cru devoir faire comment on appelle ça, il a cru devoir faire une demande de mise en liberté provisoire, ce que le juge n'a pas, dans un premier temps, consenti, parce qu'il estimait n'avoir pas fini de connaître le contenu du dossier, donc il ne pouvait pas le mettre en liberté provisoire. Nous avons fait appel de cette décision pratiquement au niveau de la cour d'appel, mais malheureusement, la cour d'appel à l'époque ne nous avait pas suivis. Et comme elle ne nous avait pas suivis, ça fait que Sadat est resté encore en prison. Et maintenant, le juge qui tient le dossier a fini son instruction. Il a envoyé pour règlement le dossier au niveau de comment on appelle ça, du procureur, qui normalement avait 3 jours pour essayer de faire sa réquisition au vu des conclusions vers lesquelles le juge d'instruction était en train de tendre. Mais il a pris tout son temps. Depuis le 3 février, pratiquement, il a fait jusqu'à il y a à peine une bonne dizaine de jours qu'il a fait la réquisition dans laquelle lui, il continue à estimer que l'affaire est criminelle et que l'affaire doit être même transmise en assises parce qu'il considère que les chefs d'accusation, les faits pour lesquels il a voulu le poursuivre restent et demeurent encore valables pour lui, le procureur. C'est cette réquisition-là qu'il a transmise au juge d'instruction. Et le juge d'instruction, malgré tout, comme la loi lui donne la possibilité, au vu des données que lui tient, parce que c'est lui le magistrat instructeur, c'est lui qui connaît les fonds des dossiers, qui connaît les vrais arguments et qu'il peut mettre en avant pour décider. En tant que juge, il a estimé que la réquisition du procureur qui est parti au procès ne va pas le lier. Et il a décidé de rendre une ordonnance par laquelle il estime que les faits pour lesquels on a engagé la poursuite contre Sadat, il n'y a pas lieu à continuer la poursuite dans la mesure où ces faits-là sont réputés inexistants. Vous comprenez? Comme les faits sont réputés inexistants, donc, et lui, il a décidé que Sadat doit être libéré d'office. C'est ça le contenu de son ordonnance. Cependant, il avait estimé, et parmi les autres charges, il les a disqualifiées pour considérer qu'on ne peut retenir à la limite que l'infraction de l'injure
et de l'injure à personne, et notamment à la personne des membres du parti, ce qui est encore une surprise. Parce que même là, quand le juge instructeur dit il prend ça comme un délit et imputable à notre camarade, mais il fait erreur. Dans la mesure où, et d'abord, il n'y a pas injure à personne vague comme ça, mais membre du PNDS-Taya. Mais PNDS-Taya, c'est un parti national avec plusieurs militants et avec plusieurs membres. Comment on peut, comme ça, là, dire qu'on a injuré quelqu'un et qu'à cause de ça, on va faire une ordonnance de renvoi pour envoyer le camarade devant le tribunal pour s'entendre et juger pour ces chefs d'accusation-là. Nous avons rappelé d'ailleurs que ça aussi, il faut clarifier ça. Le magistrat instructeur, il sait que ce qu'on reproche à Sadat, c'est une interview qu'il a accordée dans un média. Donc ça veut dire que ce qu'on lui reproche, même si c'est délictuel, ça reste encore un délit commis par voie de presse. Et si le délit commis par voie de presse, on ne peut pas engager une poursuite contre notre camarade parce qu'il n'est pas le responsable du média. Même s'il est peut-être l'auteur des propos incriminés, il n'est pas le responsable des médias. Et la loi a indiqué en pareille circonstance qui est responsable, qui on peut poursuivre et quelle est la place de l'auteur des propos, même en cas d'intervention en direct. Est-ce qu'on se comprend? Donc à partir de ce moment-là, nous, ça ne nous a pas inquiétés. Donc on s'est dit, bon, on se félicite de la décision du juge d'instruction et maintenant nous attendons de voir la réaction du procureur, et si d'aventure il ne fera pas appel, donc notre camarade devait être libre depuis lundi. Maintenant, le procureur, évidemment, pour donner suite à sa démarche, à sa réquisition, donc il a fait appel pour estimer que lui, il continue à considérer que les chefs d'accusation restent et demeurent encore valables, il a encore des indices, il n'est pas d'accord avec la décision du juge d'instruction. C'est prévu dans la loi et par la loi, et donc par conséquent, l'appel du procureur est un appel normal. Nous, ça ne nous fait pas de problème, mais ça nous révèle à qui on a affaire. Et pour l'histoire, l'humanité et le monde entier doivent retenir qu'on a un procureur qui voue une haine injuste contre les acteurs de la société civile dans la logique du règlement de compte annoncé et expliqué clairement par le ministre de l'Intérieur, M. Bazoum Mohamed, qui a clairement dit que, en fait, la poursuite contre nous, acteurs de la société civile, que ce soit nous au niveau national ou eux au niveau de la région des Zender, c'est la même chose. Lui, c'est le règlement de compte, il faut qu'on cesse de les déranger. Parce qu'il estime que nous, on les dérange. Que notre combat, bien que citoyen, bien que légal, bien que régulier, bien que la loi nous donne la possibilité de le faire, bien que c'est ça que la démocratie prévoit. Mais vous voyez bien la manière dont aujourd'hui on instrumentalise certains dispositifs judiciaires pour être dans la position de faire le règlement de compte dans le but de nuire aux acteurs de la société civile que nous sommes. Mais c'est une erreur qu'ils commettent. En réalité, nous, quand ils nous arrêtent, ils ne nous créent pas de problèmes fondamentalement. Ils nous aident à grandir, ils nous aident à faire porter notre message au loin. Et aujourd'hui, notre arrestation, comme celle de Sadat, elle a fait plus mal à eux par rapport à l'image de leur régime, eux qui prétendent être des démocrates, qui prétendent être, comment le président a même signé la montagne de la table, comme quoi par rapport au délit commis par voie de presse, et lui, il ne peut jamais engager une poursuite contre quelqu'un. Voilà qu'aujourd'hui, ses collaborateurs se mettent à utiliser ce genre de situation pour engager des poursuites contre les gens et sous son autorité. Nous avons bénéficié d'une liberté totale d'office par le juge d'instruction qui a estimé qu'il y a non-lieu, que l'affaire pour laquelle on poursuit le camarade Sadat n'a pas lieu d'être et elle n'a pas lieu à continuer à le poursuivre. Donc par conséquent, nous estimons que nous avons bel et bien eu raison parce que depuis le début, on a clamé notre innocence. Depuis le début, nous avons dit aux gens que nous sommes innocents, que le camarade Sadat est innocent, que le camarade Sadat ne peut pas être considéré comme étant un insurrectionnel et qui a une vocation à attenter à la sûreté de l'État à partir de Zender.
Mais la sûreté de l'État, la seule vraie sûreté de l'État, c'est celle qui peut entamer ou menacer le président de la République dans son fauteuil. Mais sinon, même si vous prenez toute la moitié du Niger, et si le président reste à Niamey sur son fauteuil, mais il reste président de la République, et on ne peut pas considérer que le régime est menacé, et on ne peut pas considérer qu'il y a une volonté de faire chuter le régime. Donc c'est une erreur de lecture et d'appréciation qu'ils ont faite, mais qu'à cela ne tienne, nous considérons que l'histoire est faite pour juger les hommes et faire la part des choses entre les uns et les autres, entre ce que les gens disent et ce que les gens font, entre leurs pratiques et leurs promesses. Donc les données sont là. Actuellement, nous savons qu'avec l'appel du procureur, il n'y a aucun problème. Le procureur a fait appel. Nous attendons que le dossier soit transmis en bonne et due forme dans les délais normaux et à la cour d'appel. Et qu'au niveau de la chambre d'accusation de la cour d'appel, elle va examiner en son temps le dossier et nous osons espérer que de la même manière que dans le dossier de Yahya Badamassi, où le procureur s'est comporté de la même façon en mauvais joueur, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Zander va faire droit à l'ordonnance du juge d'instruction et elle va permettre aux camarades Sadat d'être libres malgré la volonté du procureur. Il ne peut pas aller outre mesure. Il ne peut pas faire plus que ça. Et nous sommes convaincus que nous n'avons rien à nous reprocher. Sadat n'a rien à se reprocher. Il n'a maintenant les quelques jours de prolongation qui vont être enregistrés du fait de cet appel. Et ce n'est pas bien grave. C'est l'histoire retiendra. On a fait déjà 13 mois. Sadat a déjà 13 mois. Nous sommes dans le 14e mois. Donc aujourd'hui, s'il pense que c'est parce qu'il y a quelques 2-3 semaines à faire, que c'est ça qui l'intéresse pour davantage montrer à la face du monde, lui, monsieur le procureur, que en fait, c'est lui-même qui est devenu un agent et instrumentalisé au niveau de la justice pour jouer le jeu de ceux qui veulent régler les comptes des acteurs de la société civile. Nous lui donnons rendez-vous dans l'histoire. Nous lui donnons rendez-vous dans le futur et nous sommes convaincus que l'histoire nous jugera chacun de nous.